Mesdames et messieurs, bonjour. Troisième et dernier jour de visite du président français Emmanuel Macron et de son épouse en Côte d'Ivoire. Troisième jour qui se déroule à Bouaké dans le centre du pays. En point de mire, l'hommage aux soldats français et le lancement des travaux du grand marché de Bouaké. Alvor Assa est sur place à Bouaké pour le commentaire de cette cérémonie en direct sur RTI 1. Sur ce plateau, deux invités, le docteur Dolazier Traoré, enseignant-chercheur, spécialiste des relations internationales. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Koné. Et le docteur Nikez Lil Nielben, sociologue, également enseignant-chercheur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Koné. Hier, de retour d'un sommet de la CEDEAO à Abuja, le président de la République Alassane Ouattara, à la salle des pas perdus, a annoncé de grandes décisions sur la réforme du franc CFA, le franc de la Communauté financière d'Afrique. 3 réformes précisément. Écoutons le président Ouattara à ce propos. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Professeur Nikez Lil Nielben, 3 grandes décisions annoncées hier au palais présidentiel. Les 50% des avoirs que les pays de l'UEMOA versaient sur le compte d'opération au Trésor français ne le seront plus. La suppression donc, de ce compte d'opération, le retrait des représentants français dans les instances de décision et de gestion de l'UEMOA, et ce sont des réformes qui mettent finalement la monnaie dans les mains de l'Afrique. L'Afrique prend son destin, en tout cas l'Afrique de l'Ouest prend désormais son destin monétaire en main. Bien, merci. Nous le souhaiterions, parce que ce n'est pas aujourd'hui que cette bataille est engagée. Ce n'est pas aujourd'hui aussi que, très certainement, les choses se régleront d'un coup de baguette magique. C'est vrai, c'est allé très vite. Et 50% de ses avoirs en sa possession maintenant, c'est plus de possibilités économiques et financières, c'est plus de possibilités dans le domaine du développement. Mais comme on le sait très bien, les questions de monnaie sans être spécialiste ne sont pas des questions simples. Quand on voit déjà comment l'euro est arrivé en Europe, ils ont mis 7 à 8 ans de 80. En gros, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est au moins 7 ans de préparation pour l'euro. Et jusqu'aujourd'hui, par rapport aux difficultés économiques, parfois l'euro est indexé. C'est vrai que symboliquement, c'est très fort, c'est intéressant. Nous pensons que ça va nous permettre, comme on l'avait dit, d'être plus responsables, comme l'a dit le chef de l'État, et plus autonome. C'est une opportunité. C'est une opportunité, c'est une vraie opportunité d'affaires, puisque ça nous permettra très certainement d'avoir plus de possibilités économiques. Mais regardons après comment cela va se faire concrètement sur le terrain. Parce que la monnaie, c'est vrai, elle a une symbolique dans les représentations, dans les perceptions. Savoir que ce n'est plus CFA, référence aux colonies
mais ça sera plutôt référence à ECOWAS, savoir que nous serons unis, plusieurs, avec le Nigeria et autres, pour prendre notre destin en main, ce qui nous donne encore d'autres possibilités. Tout cela est vrai, mais au déroulé, comment est-ce que concrètement toutes ces choses-là vont se mettre en place? Même le retrait des organes dirigeants, tout cela, c'est autant de choses. Mais vous savez que quand on libère les uns et les autres, quelle est leur capacité à avoir anticipé et à avoir pensé ces choses-là avant pour les traduire dans la réalité? Je pense qu'à ce niveau aussi, on doit être un peu modéré. C'est-à-dire la joie qui nous anime parce que nous avons ces gains supplémentaires, la capacité à prendre notre destin, tout ça, ce sont des motifs de fierté. Mais à côté de cela aussi, attendons dans la réalité comment les choses vont se passer pour mieux apprécier la situation. Alors, est-ce que, en la matière, l'Afrique de l'Ouest n'a pas une petite expérience avec la dévaluation de 1994, du 12 janvier 1994, où il y a eu une dévaluation de 50% par rapport au franc français? Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chocs déjà. Donc, très certainement, si on capitalise sur notre passé, il y a de fortes chances qu'on puisse amortir. Mais voyez-vous, puisque ça, c'est 60 ans de mécanismes financiers, pratiquement depuis la colonisation, même si les pourcentages ont changé, les noms de base ont changé, mais c'est une nouvelle réalité économique et financière. Donc, comment est-ce que cela va être traduit dans les politiques de développement, dans les politiques d'investissement, dans la confiance que l'international aura en nous, dans notre capacité de productivité, de rentabilité et de compétitivité? Je pense qu'à la réalité de ces grands mouvements-là ou de ces grandes situations, je pense qu'on pourra apprécier. Mais vous avez raison, ce n'est pas une première au sens de comment nous pourrions anticiper sur les difficultés. Ce n'est pas du tout une première. Docteur Dolazié Traoré, une opportunité, certainement des pièges à éviter aussi. Oui, une grande opportunité. Sauf qu'en relations internationales, les relations économiques jouent un très grand rôle. Il faudrait apprécier ça à la lumière de certains grands événements qui ont eu lieu déjà. En 1989, lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, certains grands auteurs avaient parlé de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire parce que le communisme, le socialisme, dans sa version soviétique, durait pratiquement depuis 70 ans. Nous sommes face à une situation où le franc CFA a une histoire environ de 70 ans aussi. Et du coup, on nous annonce que ça serait la fin du CFA. Vous voyez bien, si on fait un parallélisme, le communisme a 70 ans, le franc CFA a 70 ans, et on parle de fin. En relation, on pourrait dire que c'est un bouleversement, un grand bouleversement qui faudra désormais assumer. Vous savez, nous avons, depuis les années 60, clamé nos indépendances à satiété. Vous comprenez bien. Et comment peut-on parler d'indépendance sans souveraineté monétaire, pendant que la monnaie est l'un des piliers de l'indépendance? Sauf que là, nous avons toujours été face à des indépendances un peu conditionnées ou conditionnelles que nous avons gérées jusqu'à ce jour. Maintenant, quelle est la réalité? La réalité maintenant, c'est qu'il va falloir assumer cette indépendance. Cette indépendance, comment il faudrait l'assumer? C'est ce que vient de dire mon collègue. Il va falloir mettre en place une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance, parce que si on demande le retrait des représentants français dans nos organes de décision, notamment à la BCEAO, donc désormais, il faut des spécialistes qui puissent prendre le relais et cette fois-ci qui puissent appliquer ce qu'on appelle l'orthodoxie économique. On a certainement des ressources humaines. J'ose croire. Mais je ne suis pas économiste, mais je réserve mon euphorie ou mes assurances. Deuxièmement, le changement de nom. Bon, on pourrait dire que c'est l'écho. Vous savez, en Afrique, on a quand même quelques frictions identitaires. On pourrait dire que l'écho est neutre. C'est un nom neutre. Donc, c'est un grand avantage. Je dirais bravo à cette génération, à tous ceux qui ont œuvré à cette fin de l'histoire monétaire. Et maintenant, il faudrait voir ceux qui vont
désormais prendre cette gouvernance en marche pour pouvoir voir à l'œuvre la fonctionnalité de cette nouvelle monnaie. Toujours est-il qu'il y a des éléments essentiels quand même qui sont maintenus, tels que le rapport entre la monnaie, l'éco et l'euro. Vous comprenez bien mes réserves. On nous dit que ça serait il y a la fin de notre relation d'un côté, et de l'autre côté on nous dit qu'il y a l'euro qui va la garantie de la il y a la garantie de la convertibilité. Mais, je ne suis pas économiste, mais vous savez que ça elle se fera pas gratuitement. Oui. Voilà. Bon, rien ne se fait gratuitement. Mais voilà, justement, à quelles conditions? Quel est le coût qu'on supporte, ou bien le coût d'opportunité? Il va falloir définir tous ces aspects. C'est une grande opportunité pour nous et nos spécialistes en la matière doivent vraiment se conduire et conduire une bonne gouvernance. Je reste avec vous. Aussitôt cette décision annoncée, le président français Emmanuel Macron s'est aligné et a même répondu favorablement à la demande de garantir la convertibilité de l'éco, de pouvoir assurer aussi la fixité, la parité entre l'éco et l'euro. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Voyez-vous, M. Koné, la scène d'hier m'a rappelé un fait historique. La situation de 1958, où le général de Gaulle, à Conakry, écoutant Sékou Touré, syndicaliste, dit que nous voulons notre pleine souveraineté, nous voulons vivre dans l'esclavage mieux que de l'opulence, un truc comme ça. Et le général de Gaulle qui répond systématiquement: vous voulez votre indépendance, prenez-la. Voilà, hier c'est ce qui s'est passé. Le président Alassane dit que j'ai été mandaté par mes confrères pour venir. Il y a eu 3 décisions qui ont été prises. Et voici ces 3 décisions. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Absolument. Vous convenez certainement que les partis se sont parlé avant de se retrouver. J'ose croire. Et du coup, le président... Non, comment ça fonctionne, vous qui êtes spécialiste des relations internationales? Il se parle. On pourrait dire que... Des dispositions ont été prises déjà. Entre-temps, 58 et 2019, ça a un peu changé. Les rapports sont plus cordiaux et plus intelligents qu'auparavant. Bon, on ose croire qu'ils se sont déjà parlé, et c'est que c'est pas d'une nouveauté radicale. Il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de négociations. Déjà au mois de février, le ministre de l'économie Bruno Le Maire disait que maintenant, mais oui, nous sommes d'accord en tant que ministre de l'économie française pour une réforme de fond du franc CFA. Donc le sujet de la réforme du franc CFA, ce n'est pas une nouveauté radicale. Ça a été sur la table depuis des décennies. Donc, on suppose qu'il y a eu des préparations dans les chambres, dans les officines spécialisées pour ça. Une question collective. Lorsque une telle décision est prise, quel pourrait être le calendrier qui va suivre? Bon, moi, certainement, tout va se passer étape par étape. Et très certainement, ça va prendre du temps. Tout à l'heure, vous parliez du retrait des représentants, du moins des Français dans les organes de décision et de gestion. Symboliquement, ça fait du bien d'aller remplacer l'autre, mais tant que l'autre était là, c'était comme un plafond de verre. Donc vous n'avez pas forcément totalement tout appris, vous n'avez pas eu forcément l'expérience, et automatiquement, quand vous serez après tant d'années? Non, mais vous savez, décider et ne pas décider, c'est différent. Vous pouvez être un très bon numéro 2, on le voit déjà au football. Vous avez beau être entraîneur adjoint, ce n'est jamais entraîneur. Ça veut dire que la notion de décideur, c'est une pratique. Politiquement, déjà, ça a été fait en 1960, dans les années 60, lorsque les pays africains ont pris leur indépendance. Bien, et vous avez vu, ça nous a fait au moins 10 à 20 ans de coup d'État. Voyez-vous? Ça veut dire que quand quelqu'un est libéré, ça ce sont les philosophes qui le disent, il faut en tirer certainement les leçons. Voilà, parce que quand vous mettez quelqu'un brutalement à la lumière, même s'il était dans l'obscurité et qu'il recherchait la lumière, dès que vous le remettez brutalement à la lumière l'éblouit tellement qu'il va dans tous les sens, il tâtonne. C'est-à-dire, c'est qu'il a recherché pendant près de 70 ans, comme disait le collègue, il ne sait plus quoi en faire. Vous voyez, c'est le cas de beaucoup de prisonniers, quand on les libère, ils retournent en prison, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur liberté. Pourtant, ils y ont aspiré toute la vie. Voilà pourquoi, comme il a dit, les relations internationales, l'économie, ce sont des pratiques domestiques qui demandent du temps, qui demandent de l'expérience, qui demandent des calculs, qui demandent de l'anticipation, qui demandent de la solidarité, qui demandent beaucoup de choses. Vous parlez tout à l'heure de garantie et de parité. On vous donne votre autonomie et on vous garantit, mais sous quelles conditions?
Parce que soit vous êtes libre, vous prenez votre envol. C'est comme si votre enfant vous dit, papa, à partir d'aujourd'hui, je suis libre. Je vais faire... Cette parité existe aussi entre d'autres monnaies et le dollar, par exemple. Tout comme d'autres monnaies flottent aussi. Voyez-vous, chacun essaie de faire les choix. Alors, selon vous, quelle serait la formule, la bonne formule? Bon, je ne suis pas économiste, ce serait vraiment hyper prétentieux de ma part. Mais je veux dire que rien ne se fait sans préparation. Mais quelle que soit la préparation, c'est à l'exercice qu'on peut corriger beaucoup de choses. Quels que soient les choix qui seront faits, ben, ils seront faits de manière déductive et spéculative et intuitive. Mais c'est la réalité qui nous dira véritablement quels sont les bons choix. Voilà, c'est l'exercice, ça a été le cas pour l'euro, ça a été le cas pour le dollar, sa convertibilité avec l'or, son décrochage, tout ça c'est de learning by doing. C'est en faisant qu'on apprend. Et nous aussi, c'est ce qu'il a dit, il faudra qu'on trouve les bonnes personnes parmi nous, les gens véritablement qualifiés, parce que c'est le destin de centaines de millions de gens, et leur production, et leurs revenus, et la répartition, et leur développement. Donc, il faudra savoir trouver les plus qualifiés parmi nous pour s'en occuper. Docteur Dolazié Traoré, quel est le processus donc, pour aboutir à l'effectivité, à la réalité de cette monnaie? J'avoue ne pas être spécialiste pour vous établir un tableau de procédure à la matière. Non. Dorénavant, il faudrait quand même s'abstenir de le faire parce qu'il y a une commission technique qui a été mise en place dans le cadre de l'UEMOA qui va réfléchir dans le fond pour établir tout le processus et tout un calendrier d'étapes à la matière. Donc, il est de leur compétence, il faudrait s'abstenir là-dessus et puis plutôt voir la lisibilité plus tard. De un. Mais de deux, il faudrait plutôt voir cette histoire. Est-ce que c'était pas parce que depuis on parle d'une éventuelle dévaluation du franc CFA. Il y a eu la première en 1994, le 12 janvier. Et depuis les années 2000, compte tenu de certaines faiblesses économiques, notamment certains faibles taux de croissance en Afrique centrale, la question était de mise, était d'actualité. Et certains chefs d'État d'Afrique centrale avaient évoqué à plusieurs reprises cette question. Et nous, en Afrique, lui et moi, jusque-là, on avait fait quelques résistances parce qu'avec le président Alassane Ouattara, on avait un taux de croissance moteur qui tirait à peu près les autres. Donc, il faudrait voir si ce n'est pas un peu une histoire un peu déguisée. Voilà. Bon. Du coup, nous sommes devant une situation où, en tant qu'observateur, j'ai quelques inquiétudes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a un taux de bancarisation seulement de 16 à 20%. Voilà. Un taux de bancarisation seulement de 16 à 20%. Donc, ça veut dire que 80% de notre économie est informelle. Voilà. Si 80% de notre économie est informelle, ça veut dire qu'on a une masse monétaire fiduciaire qui t'appuie sur le matelas quelque part. La preuve en est qu'en 2011, il y a eu la fermeture des banques et il n'y a pas eu d'écroulement. En fait, les gens ont commencé, il n'y a pas eu de famine. L'argent a circulé et donc tous ces faits-là, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut corriger dans le cadre d'une banque centrale de l'UEMOA. D'une banque centrale, parce qu'on a déjà une banque centrale, en fait, la BCAO qui est là. Est-ce que c'est une nouvelle banque centrale? Quelles seraient ses attributions? Donc, autant d'éléments techniques que seuls les spécialistes... Surtout faire face à l'inflation. À faire face à l'inflation, déploré voir dans les pays éventuellement dans monnaie... quel cadre le décrochage nous profite. Et s'il y a un décrochage, est-ce que là, on n'a pas encore le président? On nous dit que ce serait une monnaie stable. Oui. Bon, une monnaie stable, d'accord, on veut bien. Dans quelles conditions? Et dans quel temps elle serait stable? Parce que vous voyez, quand on lit sur les réseaux sociaux, les monétaristes et certains auteurs, ils disent « Oui, mais non, mais nous, le franc CFA, voici notre handicap parce qu'on est une monnaie stable. » Mais non. C'est que nous, à l'université, quand on a fait des analyses de fond avec une monnaie flottante, à un certain moment, on s'est aperçu qu'on prend tout simplement une classe d'âge de 10, je dis bien de 10 à 20 ans, dans les pays où il y a une monnaie flottante, on se rend compte qu'on fait la comparaison par rapport aux pays où il y a une monnaie stable, on se rend compte que 85% dans les pays de moins stables sont partis de 10 ans jusqu'aux études supérieures
Là où, dans les pays où il y a une monnaie flottante, il y a seulement 30%. Tout simplement, tout coûte cher. Vous pouvez payer l'uniforme de votre enfant au mois de juillet et l'année suivante, ça peut être le double. Donc, il y a autant d'inconvénients qu'il va falloir assumer. Hein. C'est pourquoi certainement les pays de l'UEMOA ont voulu garder ce facteur de la stabilité de la. Mais pendant combien de temps? Parce que avec tout le débat de fond, j'ai bien peur qu'on puisse tomber dans des invectives. Alors, il est vrai que le président Alassane Ouattara est le président en exercice de l'UEMOA, mais quel est le symbole que traduit le fait que le chef de l'État ivoirien a été désigné par ses pairs pour annoncer cette décision à Abidjan? Oui, dans un commentaire journalistique, on pourrait dire que est-ce que le président Alassane Ouattara n'est pas le monsieur CFA? N'est pas le monsieur CFA parce que déjà en 1978, lorsqu'il a été appelé dans le cadre de ses fonctions, il était déjà à Paris, au siège de la BCAO, en fait la banque qui officiait au CFA à Paris d'abord dans un premier temps. Il était directeur des études. Directeur des études. Dans un deuxième temps, il a été à la tête de la commission qui a travaillé pour le transfert de la banque, la BCAO à Dakar. C'est un sachant. C'est un sachant à la matière. Et de trois, jusque-là, il est reconnu par tous ses pairs. Et quand je dis ses pairs, du FMI, de la Banque mondiale, comme celui qui a cette expérience tout à fait avérée et appréciée de tous. Et ses collègues lui donnent, bon, je ne dis pas seulement à cause de l'âge, certainement il doit être plus âgé que certains, mais à cause de la Côte d'Ivoire, nous avons pu redresser un pays sur le plan économique en 8 ans. En 8 ans. Et c'est très rare dans l'histoire. Vous voyez bien, surtout quand on sort d'une grave crise où même les commissariats n'avaient plus de portes, les écoles n'avaient plus de portes. Il fallait tout reprendre à zéro. Le bilan est là, les constructions routières, les investissements, l'affluence, l'attraction du pays. En moins de 8 ans, la Côte d'Ivoire est devenue un pays sûr. Est-ce que ça ne vous donne pas quand même une certaine qualité? C'est une bonne qualité, effectivement. Donc, à juste titre qu'on lui confère cette notabilité, cette responsabilité de mener à bien, en tant que professionnel d'abord de la banque, en tant que celui qui a l'expérience, d'abord dans les gestions macro- et microéconomiques, mais aussi dans la politique économique. Docteur Nielvin, commentaire sur la question? Non, juste ajouter aussi à tout ce qu'il a dit, le poids économique que représente la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Ouais, donc ça, je pense que ça aussi symboliquement, c'est vrai que quand vous avez le plus à perdre dans un groupe, je pense que vous donnez la parole pour porter la parole, ça a son sens. À côté de tout ce qu'il a dit, le poids économique aussi de la Côte d'Ivoire est quelque chose de suffisamment dissuasif. Allons maintenant à Bouaké. 15 ans après le bombardement de Bouaké, un président français se rend sur les lieux pour saluer la mémoire des soldats qui sont donc tombés au champ d'honneur. Docteur Doulazier, cela devait arriver forcément un jour. Oui, ça devait arriver forcément un jour, sauf qu'il faudrait analyser ça à la lumière des rapports des chefs d'État français avec leur armée. Nous sommes encore, en fait, en France, la France encore sur la Constitution de 1958. Et cette Constitution de 1958 a été générée par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, un militaire de tout fait. Il a intégré à son article 16, à l'époque quand nous étions étudiants en droit, le fait que le chef de l'État, il est le chef suprême des armées. Et en le disant dans les faits, ce n'est pas de manière martiale seulement, de manière militaire, il y a eu des faits politiques pour étayer. Vous savez, en 1968, c'est-à-dire 10 ans après son arrivée au pouvoir et la Constitution de 1968, il s'est avéré une grande grève en France. Et le régime politique étant tellement menacé, vous savez qu'est-ce qu'a fait le général? Il a, de manière clandestine, il s'est déporté à Baden-Baden, qui était le camp militaire aéroporté de la France en Allemagne. Il allait se cacher là-bas, et les faits historiques disent bien se cacher là-bas, au sein des militaires, pour être sûr de sa sécurité. 1. Demander le soutien
des militaires à partir de Baden-Baden, être sûr que les militaires n'allaient pas se mêler de la crise parce qu'au niveau de la France, que tout était bloqué. Donc c'est une tradition que les chefs d'État français, en tant que chef suprême des armées, ils ont un lien de proximité qu'ils cultivent. Ils ont un lien de suprématie, un lien de pouvoir. Et lorsque le chef suprême de l'armée, il est parmi ses troupes, il est sûr que son pouvoir, en fait, à défaut de dire garanti, parce que son pouvoir est garanti par la source de légitimité qui est le mode d'élection majoritaire. Sur ce plan, il n'y a pas de doute. Mais compte tenu de la situation que nous savons en ce moment en France, vous savez que ça fait le président Emmanuel Macron vit la situation sociale un peu difficile en France. Et en allant venir prendre des ressources, se requinquer auprès des militaires, mais en venant aussi affirmer sa solidarité. Vous savez que lorsqu'il s'avère que des militaires tombent sur le front, je vais dire, c'est quand même une situation vraiment regrettable qu'il faut, parce qu'ils sont au service de la nation, au service de la patrie, il faudrait quand même les honorer. Alors, professeur Nikez Nielben, comment on peut lire cette situation sur le plan sociologique? Comment est-ce que les populations perçoivent ce type d'action en faveur des soldats qui sont tombés? Bien. Il y a déjà à s'incliner devant ceux qui sont morts. Il y a le travail de mémoire. Il y a aussi, comme l'a dit mon collègue, le devoir de la patrie envers ces enfants qui ont fait le sacrifice suprême, donc le don de leur vie. Et puis, il y a aussi, comme on le dit souvent, le militaire est toujours le prolongement de la politique, puisque Max Weber parle de monopole de la violence légale laissée à l'État. De telle sorte que pour les populations, la lecture sera peut-être à 3 ou 4 niveaux, puisque un matin, nous sommes réveillés, nous avons découvert ces bombardements, et avec les bilans qui ont été donnés, sans que jusque-là, très certainement, puisque les affaires sont en justice, les populations ne sachent ce qui s'est vraiment passé. Parce que si on se réfère à ce que disait le président Macron hier, chaque fois que l'Afrique est attaquée, chaque fois que les gens se font tuer en Afrique, nous venons. Certes, il y a beaucoup qui vous donnent beaucoup d'argent, mais il n'y a que la France qui vient souvent vous défendre quand vous êtes attaqué. Ça aussi, en tant que population, nous l'avons compris, nous l'avons entendu, ça va nous permettre aussi de réfléchir, à savoir que quand quelqu'un vient se faire tuer pour vous, quelle redevabilité vous avez vis-à-vis de cette personne-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit au niveau des populations, c'est vrai que nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne prenons pas les décisions, mais l'administration est une continuité. Voilà pourquoi, même si à l'époque, le président Macron n'était pas au pouvoir, aujourd'hui, ce devoir des chefs d'État envers leur armée, c'est lui qui l'honore. Mais nous aussi, en tant que population, ça va nous amener à réfléchir sur comment est-ce que nous-mêmes, on doit travailler sur notre cohésion sociale, notre réconciliation, puisque après tout, c'était entre nous que les choses se sont passées. Et de ce entre nous, d'autres sont venus nous séparer ou nous empêcher de nous entretuer. Donc ça va aussi nous amener progressivement, derrière peut-être la responsabilité monétaire, à acquérir aussi la responsabilité sociale. À savoir que comment est-ce que nous allons travailler notre vivre ensemble sans être toujours obligés d'arriver aux extrémités ou aux énormités. Quelqu'un le disait, certes, nous ne fabriquons pas les armes en Afrique, nous ne faisons que les acheter, mais ce n'est pas aux autres de nous dire ne tire pas sur l'autre. Donc à un moment donné, toutes ces cérémonies-là, tous ces hommages-là, nous amèneront peut-être à réfléchir sur comment est-ce que dorénavant, nous devrons nous comporter les uns envers les autres. Professeur Dolazier, Académie de lutte contre le terrorisme, réveillons avec le 43e bataillon d'infanterie de marine à Port-Bouët. Aujourd'hui, hommage aux soldats. Avez-vous le sentiment que cette visite a été quand même dominée par les questions militaires? Oui, cette visite a été dominée par les questions militaires, mais sauf que quand on parle de seuil de domination, je pourrais dire que la question économique, je pourrais honnêtement, parce qu'il s'agit de la vie des gens, de la vie des nations. On s'y attendait pas. La question économique a été vraiment un couperet très heureux. Moi, je dirais plutôt dominé dans un premier temps par la question économique, et que la question militaire ne vient qu'en appoint.
La question militaire ne vient qu'en vain parce que le processus est encore en cours. Hein. Il s'agit de terrorisme. Il ne s'agit pas de guerre conventionnelle. Il s'agit de terrorisme. Il s'agit de guerre asymétrique. De guerre asymétrique, vous savez qu'on fait face à un ennemi, à défaut de dire invisible, mais qu'on a du mal à repérer. On fait face à un ennemi qui se fond dans la nature, qui peut être Pierre, qui peut être Paul. Et quand vous regardez les photos satellitaires, vous ne voyez nulle part de camp, on pourrait dire de ces camps djihadistes ou bien de ces mouvements irrédentistes. Ils sont comme monsieur tout le monde, ils ont leur tente, leurs chameaux, leurs motos qu'ils mettent sur du sable et qui ressortent à souhait et qui vont faire des attaques et puis paf, qui se replient. C'est un peu comme la situation de la guerre au Vietnam face à les États-Unis et le Vietnam à l'époque. C'est une guerre, on pourrait dire, c'est une guérilla cristallisée. C'est très difficile pour les États. Quand le président Macron vient, ce n'est pas fortuit. Vous savez que ce terrorisme même allait, comme on dit, allait frapper même en France, au Bataclan en 2015. La France même est menacée. Il y a eu ceux de l'EA en Syrie qui doivent être déportés en France. Là, une communauté française qui est impliquée dans ce mouvement de terrorisme. C'est du jamais vu. Le monde se trouve face à un danger évident, face à une pieuvre qu'ils fondent leur action sur une croyance. Sur une croyance. C'est inouï. C'est inouï dans l'histoire. Donc il va falloir gérer tout ça. Il n'y a pas que la France qui est menacée. Non, c'est pratiquement le monde qui est menacé. Vous savez qu'en termes de côtes, à partir du Maroc, on a seulement 13 km de côte avec l'Espagne. À partir de la Libye, seulement 16 km de côte avec la Libye. Dès que ça se passe mal, vous savez que les peuples ne vont pas rester là, ils vont se déporter vers où? Généralement où c'est censé être bien. Vers qui? Vers l'Europe éventuellement, et la France, elle n'en pâtit pas. Et à l'heure actuelle, nous nous trouvons devant une situation inouïe que les gens n'en parlent pas assez. C'est la situation de la population malienne. Pendant que 15 000 à 20 000 jeunes de 15 ans à 35 ans demandent le titre de réfugié politique en France, l'asile politique en France, pendant ce temps, l'armée militaire, le Mali est menacé. Pendant ce temps, il y a des morts au cours de l'opération Barkhane. Pendant ce temps, le pays est en insécurité. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils fuient leur pays? Et pourquoi? Parce que ça va très mal dans leur pays. Parce qu'il y a la guerre. Donc c'est un problème de fond. C'est un problème même, il ira même à l'existence même, à la cohésion sociale dans nos pays, à notre sécurité. Justement, à propos de la présence militaire française en Afrique, le président Macron demandait récemment que les pays africains affichent clairement leur position pour éviter toute confusion. Autrement, il n'est plus question de solliciter la France pour faire imager la nuit et puis de dénoncer cette présence-là en plein jour. Vous savez, quand on n'est pas responsable, c'est très facile d'évoquer de ces théories ou de ces analyses, comme on dit, à deux balles. Il faudrait se méfier. Quand on voit sur les réseaux sociaux, même certains enseignants, certains professeurs ou certaines personnalités qui se disent maintenant, jusqu'à preuve du contraire, oui, la France, la force Barkhane est un symbole de colonisation, mais je veux bien. Une ingérence. C'est une ingérence, je veux bien. Mais lorsque le président Alassane lui-même il dit que en 2012, le président m'a fait appel, le président du Mali m'a fait appel. De transition. Dire que si on ne fait pas quelque chose, dans 72 heures, Bamako allait tomber. C'est une réalité. C'est une réalité. Bamako allait tomber parce qu'ils sont venus de Kidal à Gao, de Gao à Mopti, de Mopti à Ségou, et ils étaient pratiquement entre Ségou et Bamako, long de seulement 150 km. Vous voyez, c'est une réalité, on ne peut pas dire le contraire. Mais entre-temps, qui est-ce qui est intervenu? Vous savez, le président François Hollande, dans ses mémoires, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit que de ses 5 ans de mandat, ses meilleurs souvenirs, il les a eus où? Il les a eus au Mali, lorsqu'il a été accueilli en tant que libérateur en février, le 4 février, regardez les archives, le 4 février 2013, 4 février 2013, voyez l'accueil
du président François Hollande et du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, ils ont coulé les larmes lorsqu'ils ont été accueillis en libérateur, comme à l'époque le général de Gaulle avait été accueilli en libérateur en France. Donc ça, ce n'est pas des fois fortuits qu'il faut apprécier. Il faudrait être reconnaissant. Jusqu'à preuve du contraire, comme vient de dire mon collègue, chaque fois qu'il y a ces menaces-là, qui est-ce qu'on voit? Qui vient sur le terrain? Qui vient avec ses soldats se faire tuer? Comme ils disent qu'une autre force est sérieuse. Tous, ils font de la rétention. Professeur Nielben, un commentaire sur cette position du président français qui voudrait que désormais les pays africains disent clairement ce qu'ils veulent par rapport aux forces françaises. Oui, je pense que c'est assez compliqué. Il l'a si bien expliqué déjà. Ce qui se passe quand on décide, c'est pour ça que là j'ai parlé des décisions. Les chefs d'État qui décident. Nous sommes attaqués, que faisons-nous? À qui faisons-nous appel? Et quels sont les accords qui nous lient? Quels sont nos liens de solidarité? Ensuite aussi, nous avons la population qui est sur le terrain, qui vit ces actes de terrorisme-là et qui, du coup, se demande comment est-ce que cela a pu arriver, cela a-t-il pu être possible? D'autant plus que l'Afrique noire, j'ai exclu entre guillemets un peu le Maghreb, n'a pas de tradition terroriste, au sens de la croyance à un islam libérateur qui fait que tout le monde va au paradis avec des petites clés, en pratiquant le djihad. Donc à un moment donné, nous-mêmes nous sommes en plein questionnement. Comment est-ce que de la Mauritanie, le Burkina, le Mali, le Tchad, etc., des Africains comme nous se transforment en bombes. Et avec ce schéma interrogateur allant vers le nord du Mali, les Touaregs, etc., réminiscence peut-être des luttes passées avec le fils en Algérie, le retour des anciens d'Afghanistan et Al-Qaïda, etc., et avec des interrogations fortes, c'est vrai, la France repousse tous ces terroristes. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe à Kidal? Quel est son statut? Est-ce que le Mali est un et indivisible? Pourquoi est-ce que tout ce temps-là, la France est dans ces zones-là et ça ne recule pas? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas peut-être au fait de la guérilla, la culture de la guérilla, au sens où le dit Clausewitz, c'est-à-dire la petite guerre, où tout est permis. Et on sait aussi que quand les gens s'engagent dans une guerre de croyance, qu'ils croient en leur Dieu, qu'ils se disent protégés par leur Dieu, qu'ils se disent qu'ils iront au paradis, rien ne les arrête. De telle sorte que, quelles que soient toutes les guerres, l'Inquisition, on l'a vu avec le christianisme, les croisades, les croisés, ça a été les guerres les plus dures, les plus violentes, les plus meurtrières. Parce que quand quelqu'un va se faire tuer pour son Dieu, il n'a pas de limite. Symboliquement, il est suicidé dans l'âme avant même d'aller poser les actes. De telle sorte que ce sont des guerres terribles, ce sont des guerres incroyables. Mais la population aussi se pose des questions de la présence d'un protecteur et toutefois, on n'a pas les résultats concrets au sens où c'est éliminé une fois pour toutes. Je veux dire qu'en même temps, c'est des guerres de chefs au sens où qui m'a appelé, qui va m'appeler, dit clairement à ton opinion. En même temps aussi, ce sont des guerres d'opinion publique parce que ce que les gens vivent, n'oublions pas qu'il y a près de 450 000 déplacés dans cette affaire-là. C'est une réalité, les gens vont tomber dans l'eau. En Libye, c'est toute une réalité. Les gens ne demandent qu'à élever tranquillement leur bétail et à faire leur agriculture comme ils l'ont toujours fait. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Et on sait qu'il y a un protecteur et on ne voit pas vraiment de manière rapide et concrète les résultats. Je veux dire que tout le monde est dans son jeu de représentation et de perception. Et chacun a des réserves fondées. Et c'est ça aussi la difficulté de la vie ensemble, et surtout de la vie harmonieuse ensemble. Parce qu'à un moment donné, chaque fois que chacun sera touché à son niveau, il se posera la question de savoir qui peut le sauver, qui est venu le sauver, et pourquoi cela ne se passe pas aussi rapidement que les uns et les autres l'ont annoncé. Professeur Odolazié Traoré, vous posez ce diagnostic, vous analysez la situation. Il y a certainement aussi des pistes de réflexion pour aboutir à des solutions. Oui, je me réfère hier à l'allocution du président Emmanuel Macron, lorsque, parlant des peuples africains, notamment de la Côte d'Ivoire, il dit que nous nourrissons, les peuples français et ivoiriens nourrissent les mêmes ambitions, nous avons les mêmes rêves.
Voilà, les mêmes rêves de stabilité, les mêmes rêves de vivre ensemble, les mêmes rêves de démocratie. Vous voyez bien cette fusion. Voilà, cette fusion. C'est un partage de valeurs. C'est un partage de valeurs, on pourrait même dire de destin. Lorsqu'on a ces mêmes valeurs, il y a la solidarité qui est de mise. Il y a une solidarité sacrée. Vous savez, on a tendance à dire en Afrique que lorsque la maison du voisin brûle, ton réflexe, c'est de voler à son secours. Donc, voilà. Donc, pour ne pas que le feu se propage. Pour ne pas que le feu se propage. C'est le même cas. Nous sommes devant une telle situation. Et dans un autre discours, le président Macron a justifié, lorsqu'il a été un peu atteint par les critiques et tout, il a dit, mais non, si moi, en tant que président de la République française, et que mes prédécesseurs ont jugé utile d'intervenir à 6000 km, c'est en reconnaissance des actes de bravoure, d'allégeance que vos peuples africains ont fait quand mon pays était aussi menacé. Effectivement, nous nous rappelons des tirailleurs sénégalais, de la guerre de 14-18, la guerre de 38-46. C'est un retour de l'ascenseur? C'est un retour, c'est une reconnaissance. Retour de l'ascenseur, on ne peut pas nier. C'est une évidence quand on rappelle que, oui, et lorsque le même président Emmanuel Macron va élever des stèles à la mémoire, non seulement de ceux des Africains qui sont décédés en 1938, mais de 14-18. C'est une action mémorielle qu'il faut saluer. Merci. Nous allons maintenant à Bouaké, où se trouve Alvor Assa pour la retransmission en direct du lancement des travaux donc, du grand marché, du marché central de Bouaké. Bonjour Adama Kone, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI. Nous sommes en direct de Bouaké pour la retransmission de la cérémonie de pose de la première pierre du marché central de Bouaké, marché dénommé Grand Marché de Bouaké. Bouaké s'honore d'accueillir ce dimanche 22 décembre les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Le chef de l'État français qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis vendredi. Il est en compagnie de son épouse Brigitte Macron, des membres de son gouvernement et d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, ils vont poser la première pierre du marché central de Bouaké, ce marché dénommé Grand Marché de Bouaké. Ma consultante du jour pour l'occasion est Madame Euphrasie Kouassi Yao, cadre fille de Bouaké, présidente du compendium des compétences féminines. Bonjour Madame Yao, merci d'avoir accepté notre invitation. Les présidents Alassane Ouattara et Macron sont là dans quelques instants. Ils vont procéder à la pose de la première pierre du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Alors quelle réaction de savoir que ces deux personnalités sont là pour la pose de la première pierre de ce grand marché. C'est une grande joie, une satisfaction pour toute la région du Béquet, pour tous les fils et toutes les filles de la région du Béquet. Parce qu'un marché, c'est d'abord une grande opportunité de croissance, une opportunité de cohésion, une opportunité d'échange et surtout une opportunité pour les femmes que nous avons déjà formées, 502 femmes qui sont prêtes à accompagner le développement de la région. Donc nous sommes en joie. Coïncidence ou opportunité, en tout cas, nous sommes satisfaits. Nous sommes là depuis le mercredi, depuis le 18 décembre. Et avec ces femmes-là, nous attendons les deux présidents qui viennent d'ailleurs d'arriver. Nous voyons les présidents Macron et Ouattara sur ces images, et également la population qui a effectué massivement le déplacement, comme c'est très bien le faire Bouaké lors des visites officielles, visites d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Béquet. Alors ces populations sont venues de Dahomey, de Thiébissou, de Didiéville, de Kachola, naturellement de tous les quartiers de Bouaké pour faire la fête, je dirais, avec les deux
président Macron et Ouattara. Alors Bouaké, deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire après Abidjan. Bouaké s'appelait. Voilà le président de la République, Alassane Ouattara, qui échange avec le chef traditionnel également. Le président Macron. Alors je disais à l'instant, Bouaké s'appelait Bekeko jusqu'en 1900. C'est une ville située au centre de la Côte d'Ivoire, située à 350 km d'Abidjan, chef-lieu du département, capitale de la région de Bec. Sa population est estimée à 690 000 habitants pour la ville et 1 500 000 pour l'agglomération. C'est la deuxième métropole en importance après Abidjan et la troisième commune la plus peuplée après Yopougon et Aboboga. Les communes mixtes depuis 1953, communes de moyen exercice depuis 1955 et communes de plein exercice depuis 1980. Alors, un bain de foule pris par les deux chefs d'État, Macron et Ouattara, et vous voyez sur ces images les populations, je vous le disais à l'instant, qui ont effectué massivement le déplacement de Bouaké pour faire la fête, parce que ce marché, Madame Franzi Yao, ce marché va permettre aux populations à Bouaké de poursuivre son développement local, et les femmes de Bouaké ont leur place à prendre justement dans ce marché. Oui, Alban, nous les cadres de la région de Bouaké, nous devons saisir cette opportunité pour gérer ce marché. J'ai envie de dire co-gérer avec les autorités déjà locales. Parce que après ce bel édifice, il y aura la question du suivi et évaluation. Comment on va entretenir ce marché? Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on parle de paix. Vous avez vu, nous avons commencé avec les femmes, avec Créapay, communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. Il faut que les hommes rentrent dans la danse, qu'ensemble, nous puissions faire pérenniser cet édifice. Tout le monde est en joie, c'est vrai. On pose la première pierre, c'est encore vrai. Mais après, il faut qu'on s'implique. Parce que le marché, c'est un lieu de ressources économiques. Une gestion moderne de ce marché, justement. Une gestion moderne, une gestion groupée, une gestion efficace qui va être profitable à chaque habitant et habitante de la région de Bouaké, mais seulement, même aussi de la sous-région. C'est un marché international. C'est un marché international. Et il ne faut pas que des personnes restent en arrière. Vous savez, souvent on doit payer les places dans les marchés. Et moi, mes femmes, vous savez que je suis avec elles, souvent elles n'ont pas de ressources, mais on va les accompagner. Oui, vous devrez les accompagner, non seulement les accompagner, mais également les organiser. Voilà le président de la République qui échange maintenant avec les chefs religieux. Allez-y, madame, allez-y. On va les coacher, on va leur permettre d'avoir toute leur place dans ce marché. Et je vous disais en off que le président de la République française avait mis avec le G5 251 millions de dollars pour les femmes entrepreneurs d'Afrique. Il faut que les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire le sachent. Il faut que les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire remplissent les conditions. Et elles ont l'opportunité de marcher, elles prendront leur place. J'ai d'ailleurs dit au maire qu'on veut 50% de femmes et 50% d'hommes dans ce marché. Mais il faut travailler. Question de genre et question de parité. J'espère que le maire va vous concéder ça. Le maire vous a concédé. Les jeunes, les femmes, les hommes, les chefs traditionnels, les chefs religieux. Ah, voilà. Le président français qui est en train de prendre un bain de foule. Voilà. On l'a vu à l'aéroport où il a tenu à saluer chaque chef traditionnel. À Kouassi également, il a échangé avec les jeunes sportifs. Et aujourd'hui, il est à Bouaké. Les jeunes, les femmes, les hommes, les chefs religieux, les chefs traditionnels. Bouaké sait le faire. Bouaké a effectué le déplacement pour réserver un bel accueil aux deux chefs d'État. Alors, ce sera le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest qui sera construit donc ici à Bouaké. Coût du projet d'investissement, 60 millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs CFA.
Ce marché, on ne le dira jamais assez, sera le plus grand marché ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Il sera bâti sur une superficie de 8,7 hectares et pourra accueillir 10 000 commerçants, dont 8 000 sur le grand marché et 2 000 sur un marché annexe. Et Mme Yao voudrait que sur les 10 000, il y ait 5 000 femmes, sur les 8 000 en place, il y ait 4 000 femmes et en annexe sur les 2 000, 1000 femmes. Pourquoi pas même aller au-delà, puisque les femmes sont beaucoup plus impliquées dans tout ce qui quand on parle de commerce. Les femmes sont beaucoup impliquées. Les femmes constituent 62% des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, mais elles sont nombreuses dans le secteur informel, vous voyez. Donc, ce marché va leur permettre de passer du secteur informel au secteur formel. Donc, naturellement, si les 62% sont accompagnés, coachés, informés surtout, oui, surtout formés, elles peuvent dépasser les 50%. Mais pour l'instant, nous voulons au moins la parité pour qu'on puisse apporter ce qu'on sait faire. Et en plus, elles sont 502 femmes compétentes déjà identifiées. Donc, de tous les villages de la région 502 dans la région de Beké. Dans la région de Beké, Botro, Diabo, Bouaké, Sakassou, Béoumi. Elles viennent des campements, elles sont commerçantes, productrices, entrepreneurs. Elles sont déjà là. Elles sont on les appelle les championnes du développement, des leaders, des influenceurs. C'est pour ça qu'on leur a confié la mission de paix. Et comme vous le voyez sur ces images, Bouaké, je me demande si ce n'est pas toute la population de Bouaké qui est ici sur cette place pour échanger avec les présidents Ouattara et Macron. Voilà, le projet de décret pour la construction de ce marché prévoit en outre la construction d'un marché de détail et de demi-gros. Et cette fois-ci, ce sera à Yopougon dans le district d'Abidjan. Et ce marché devrait permettre d'accueillir près de 2500 détaillants sur ce site. Voilà, le bain de foule continue pour les deux chefs d'État. C'est quand même deux chefs d'État. Oui, c'est la première fois qu'un président français effectue le déplacement. Abidjan, Yamoussoukro, c'est d'habitude Abidjan la capitale économique et Yamoussoukro la capitale politique naturellement. C'est évident que les présidents passent dans ces deux villes, mais Bouaké, c'est la première fois que Bouaké accueille un président français. C'est la première fois et je comprends la joie des populations. Hier, quand on avait récompensé, quand on avait rendu hommage aux Excelsior, les meilleures femmes de Bouaké, elles étaient vraiment heureuses de savoir qu'un président français arrive ici sur notre sol à Bouaké. Non, vous voyez vous-même les images. On n'a pas besoin de commenter. Mais comme je dis toujours, c'est la suite qui m'intéresse. C'est le suivi. Oui, la suite vous intéresse. Naturellement, nous sommes là pour commenter. Et ce dimanche, avant l'arrivée des deux chefs d'État, Ouattara et Macron, ils ont rendu hommage aux 9 soldats français et aux soldats américains tués le 6 novembre 2004, 15 ans après le bombardement de Bouaké par les forces armées de Côte d'Ivoire lors de la crise ivoirienne. C'était au cours de l'opération Dignité. Macron et Ouattara se sont rendus au lycée des Caps, là où se trouvait le camp français. Elles se sont recueillies sur les lieux de bombardement de Bouaké. Emmanuel Macron, voilà, on le disait tout à l'heure, du reste, le premier président français à se rendre sur place depuis le drame. Et le lycée des Caps, là où se trouvait le camp militaire français, il faut le rappeler, a été réhabilité. Voilà, il a déposé une gerbe et a dévoilé une plaque, un hommage aux soldats tués. Voilà, et vous aurez l'occasion de voir ces images dans nos différentes éditions tout à l'heure après la cérémonie officielle ici sur ce site qui va abriter le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest et dans les différentes éditions à 15h, à 18h et à 20h et 23h, pourquoi pas. Voilà. Le bain de foule terminé et la mobilisation est au rendez-vous, oui. Madame Efravia. Oui, la mobilisation est au rendez-vous parce que, comme je le dis, depuis mercredi, nous sommes là. Nous avons participé aux réunions. Nous avons mobilisé notre cible privilégiée, qui est aussi la plus grande cible du marché. Ce sont les femmes qui vont au marché.
ce sont les femmes qui consomment. Et donc, elles étaient vraiment mobilisées. Les hommes aussi, hein, avec les jeunes, parce que tout le monde sait l'importance de ce grand marché sous-régional. Voilà. Alors, avec ce grand marché, nous sommes presque persuadés que le développement local de cette ville va se poursuivre et de fort belle manière. Vous vous rappelez, les années 80, Bouaké c'était une ville fréquentée, une ville qui était convoitée même par... qui restera à jamais gravé dans la mémoire des populations de la région de Béké et en particulier des populations de Bouaké. Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres de la délégation française et ivoirienne, chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, population de Bouaké. Toute la population de la région de Béké, Messieurs les présidents, et en particulier celle de Bouaké, sont heureuses. Heureuses de vous accueillir en ce jour, en ce dimanche 22 décembre 2019. Un jour de joie, jour de fête. Il s'agit de la pose de la première pierre du grand marché de Bouaké. Un marché tant attendu, et c'est un rêve qui est en train de devenir réalité, et elles sont sorties nombreuses pour vous témoigner leur reconnaissance. Alors, mesdames et messieurs, honorables invités, nous allons tout de suite passer à la cérémonie de libation qui sera faite par Sa Majesté Nonon Ngoron Kofi II, et il sera accompagné de Nonon Kwame Kondro. Alors, Sa Majesté Nonon Ngoron Kofi II pour la cérémonie de libation. Alors, en attendant, c'est avec beaucoup de nostalgie que ceux qui ont connu Bouaké dans les années 70 en parlent, tout comme vous avez connu ce très beau moment. Et à cette époque, Bouaké connaissait une effervescence quasi hebdomadaire. Chaque week-end, travailleurs de la région, cadres en provenance d'Abidjan et des principales villes de Côte d'Ivoire, se donnaient rendez-vous à Bouaké pour faire la fête. Oui, alors moi j'ai vécu, c'est vrai que j'étais plus jeune, mais j'ai vécu ces moments de bonheur que Bouaké a connus. Bouaké avec sa grande piscine, le carnaval où on faisait l'élection des Miss, les foires, la semaine commerciale de Bouaké, c'était de grands rendez-vous. Et puis vous-même, vous savez que Bouaké a quand même un climat qui aide à vouloir venir ici pour se reposer. Donc nous voulons cela. Et je suis sûr que ça va commencer par la restauration des édifices. C'est pour cela que nous sommes très... Bon, on va laisser le chef s'exprimer. Nous allons voilà, écouter... Et président Ouattara oni ijambwe nga fi blofwe no blofwe mbe kpenbelie le frère Emmanuel Macron kula baba buke moye so kula me kusa mausa c'est gwanwa sui be kula ke fio gwanyo mafanganio gwan be nga telo be to ya be nyasi kai fai ba mai fai bo wa ngo isori carrière et nana Alassane Ouattara wa ba on dit Gamoué Emmanuel Macron président français kola be wa be so ay sol kelme mai anangama nyomi kuri et nana be umie asie amu ke be nyuru wa inar ke fi oyebe de ke kwa ngabe kola ma be nyakomi ma be nyanyunu yoni e fata bari be ya fa igwa mi fa ula isan premier pierre be ya fa si ele be créé
Ah, ça veut quoi? Ma et quoi guasoy. Non, ça veut quoi ba quoi nya ligue dile. Eh be mo e be quoi. E fa nyam na basé. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Nana Ngouran Kofi II, à la tête des 1000 chefs traditionnels et de communautés ici présents, vous dit d'abord merci à vous-même et à votre illustre hôte, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République de France, ainsi qu'à vos épouses. Ensuite, il formule des bénédictions de plein succès dans les missions de développement que vous conduisez à la tête de vos pays respectifs. Enfin, singulièrement pour vous, il prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, afin qu'il vous accorde une santé d'acier inoxydable et une longévité dans les affaires à la tête de notre nation pour le maintien de ce beau climat de cohésion et de paix à la tête de notre pays en vue de son développement harmonieux. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, et on pourrait ajouter que Nana Ngouran Kofi II a dit que le marché a pris feu il y a 20 ans et demande aux par Sa Majesté Nana Ngouran Kofi II, accompagné de Nana Kwame Kondro. La traduction, c'était donc avec l'honorable Louis Abonouan, PCA de l'ONEP. Le mot de bienvenue suivi de la présentation du site. Le mot de bienvenue sera dit par Monsieur le maire de la commune de Bouaké. J'ai nommé Monsieur Djibo Yissouf Nicolas. Le mot de bienvenue du maire de Bouaké, M. Djibo Nicolas. Alors, Madame Yao, il y avait de grands rendez-vous à Bouaké pour faire la fête. C'était autour de la piscine municipale à Lofi, l'orchestre de la fraternité ivoirienne, qui était l'orchestre officiel de la ville de Bouaké, animait des soirées dansantes, le cha-cha-cha, le salsa, le jack, tout ça était au menu. Et c'était vraiment merveilleux pour Bouaké. Nous allons y revenir. Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Dans la vie d'une nation, des événements particulièrement importants exigent qu'on les marque dans le marbre, pour ne pas oublier, pour que les générations futures sachent d'où elles viennent et où elles vont, lorsque les témoins actuels auront disparu. Et le rendez-vous de ce jour en fait partie. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour les populations de la région de Béké et particulièrement celle de la ville de Bouaké, ce dimanche 22 décembre 2019 fait assurément partie de ces grands jours où le destin d'une communauté prend un tournant décisif. Oui, Monsieur le Président de la République, le caractère exceptionnel de l'événement qui nous réunit ce jour sur ce site de la ville pour poser la première pierre du nouveau grand marché de Bouaké, l'ancien s'étant consumé dans les flammes en une sombre nuit de février 1998, nous conforte dans la conviction que Bouaké, notre très chère et belle cité, renaît de ses cendres grâce à votre engagement ferme à nos côtés et à la solidarité du peuple français. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme de parole. Vous nous avez promis ce beau marché et vous êtes en train de le réaliser. La présence à vos côtés à Bouaké, deuxième ville du pays, de Son Excellence Emmanuel Macron, Président de la République française, nous honore grandement.
C'est pourquoi cette population, comme vous pouvez le constater, et dont la joie est indicible, voudrait par ma modeste voix vous souhaiter à Kwaba, danser à Bouaké, la cité de l'hospitalité. Elle réitère les mêmes vœux à nos illustres hôtes, à savoir le couple présidentiel français. Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, soyez le bienvenu chez nous, soyez le bienvenu chez vous. Bouaké me charge de vous offrir ces clés. En acceptant de venir partager notre joie, malgré votre emploi du temps très chargé, vous nous prouvez que la devise de votre beau pays, liberté, égalité, fraternité, héritée du siècle des Lumières et qui se résume pour nous en solidarité, a traversé les temps immémoriaux et conserve jusqu'à ce jour toute sa vigueur et sa réalité. Monsieur le Président de la République, dans 27 mois, Bouaké, la ville chère à votre cœur, revendiquera fièrement le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. Et cela mérite d'être célébré. Merci pour tout. Merci pour cette action de grande envergure qui nous donne du baume au cœur. Ndiakwao Iniche. Merci aussi au président de la République française, grâce à qui le rêve que nous caressons depuis 1998 est devenu aujourd'hui une réalité. Ce marché que nous allons construire, qui est bâti sur un espace de 9 hectares, se pose comme le cœur de la future zone marchande. Financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par un prêt souverain de l'Agence française de développement à la République de Côte d'Ivoire, elle va offrir aux usagers 8 000 points de vente, dont 5 000 boutiques de 6 mètres carrés à 25 mètres carrés et 3 000 tables et carreaux et une voirie aménagée de 4 km. Dans le but d'honorer et de pérenniser les actions de développement de mes prédécesseurs à la tête de cette commune, le conseil municipal a décidé d'attribuer à chaque bloc le nom d'un ancien maire. Ainsi, nous aurons le bloc Djibo Soukalo, le bloc Konan Blédou, le bloc Konan Antoine, le bloc Konan Denis et le bloc Fanny Ibrahima qui est parmi nous. À présent, donc, et avec votre permission, très chers illustres invités, pour une description plus détaillée de notre futur grand marché, si la régie est prête, je vous invite à bien vouloir suivre sur écran géant cette courte séquence. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Le futur grand marché de Bouaké sera un marché de détail totalement couvert et composé de 5 blocs spécialisés. Le bloc 1 est destiné au textile, le bloc 2 est destiné au marché général, le bloc 3 est destiné au marché divers et carreaux, le bloc 4 est destiné aux services, le bloc 5 est destiné au marché vivrier. Élément remarquable du futur marché, les tours de vent assurent une ventilation naturelle et une luminosité maximum. Le choix architectural retenu est de construire le marché sur un seul niveau accessible à tous. Toutes les installations de vente seront ouvertes sur une voie ou une allée. Certains aspects architecturaux, comme les couleurs et les noms des rues, ont été adoptés avec les futurs bénéficiaires. La mairie a constitué en son sein une cellule dédiée au projet, puis a sélectionné sur financement du C2D des bureaux d'études internationaux pour l'appuyer dans la préparation du projet.
Le groupement Urbaplan, Allnex, Transitec accompagne la mairie de Bouaké. Le groupement franco-ivoirien Richer Associés, Tractebel, Archi 2000 est quant à lui en charge des études techniques et architecturales. Le projet a associé tout au long de la phase de conception les futurs bénéficiaires et usagers en maintenant un dialogue permanent. Ils ont notamment tenu à préserver le bâtiment d'état civil au sein du marché. Le grand marché de Bouaké comportera 5000 boutiques et 3000 tables. L'accessibilité du plus grand nombre à ces installations de vente sera rendue possible par les tarifs à partir de 350 000 francs CFA pour la boutique de 6 mètres carrés et 95 000 francs CFA pour une table. Les normes de sécurité incendie ont été renforcées. Ce projet est financé par un prêt de l'Agence française de développement à la République de Côte d'Ivoire pour un montant de 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. Le futur grand marché de Bouaké permettra d'accueillir 8000 commerçants sur une superficie de 9 hectares. Il sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Et les populations sont en joie, c'est une très bonne nouvelle. Millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs CFA. Suivi de la présentation du site. Excellences, messieurs les présidents, les populations sont heureuses. Elles sont en joie et pour vous exprimer leur gratitude, leur reconnaissance, elles ont mandaté Madame Jeanne Peumont, cadre de la région, pour la remise de dons. Nous appelons donc Madame Jeanne Peumont, cadre de la région, pour la cérémonie de remise de dons au nom des populations. Madame Jeanne Peumont, maintenant, pour la remise de dons des populations. Alors, ce marché sera le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. Elle sera bâtie sur une superficie de 8,7 hectares et pourra accueillir 10 000 commerçants, dont 8 000 sur le grand marché et 2 000 sur un marché annexe. Et comme Madame Yao l'a souhaité, il y aura certainement la parité hommes et femmes. Honneur d'annoncer les dons de la chefferie traditionnelle de la région du Bouaké et ceux des cadres de la région du Bouaké. Pour la chefferie traditionnelle conduite par Nanangoran Kofi II, la chefferie offre à Monsieur le Président de la République française, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, un gros pain baoulé, une petite épée de paix, Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, reine des baoulés, offre également un gros pain baoulé au président Macron et un complet de pain à Madame la Première Dame de la République française. Les cadres de la région du Bouaké offrent à Monsieur le Président Macron un cheval et une chaise royale. Pour Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, un cheval et une chaise royale également. Merci pour votre aimable attention. Alors oui. J'ai quelques commentaires à faire. Allez-y. Vous avez une femme brillante qui anime cette Jeanne Peumont, cadre de la région de Bouaké. Le don des populations. Excellence, alors nous allons passer à l'étape de la pause
de la première pierre. Et oui, c'est certain, ce jour restera gravé longtemps, très longtemps, dans les mémoires des populations. Alors, Excellences, Messieurs les chefs d'État, nous vous invitons très respectueusement pour l'étape de la pose de la première pierre et nous invitons également les personnalités membres de la délégation française et ivoirienne préalablement identifiées par le protocole d'État pour cette étape. Et nous allons à la pose de la première pierre, la pose effective de la première pierre, la pose de la première pierre du grand marché de Bouaké, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Albert, je voulais commenter un peu les compartiments du marché même. On nous a parlé de compartiments textile et couture. Suivez mon regard. Couture. Compartiment restauration. Oui. Compartiment table des couturières et les carreaux. De la région de Béquet. Sur les 4, il y a 3 qui appartiennent aux femmes. La cérémonie de pose. 50%, 50%. Oui, il y a également des hommes couturiers, hein, Madame Yao. Nous avons pu le voir en image. Suite au mot de bienvenue du maire de la commune de Bouaké, ce sera un projet merveilleux. Alors, les chefs d'État sont en train d'arriver pour la pose de la première pierre. Son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, et Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont accompagnés par les délégations françaises et ivoiriennes, préalablement identifiées par le protocole d'État pour cette étape. Grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest et ce grand marché va contribuer au développement local, au développement de Bouaké, de la région de Béquet, je dirais même au-delà. Bouaké est une grande ville, est une ville carrefour. Alors, les commerçants vont venir du Burkina Faso, du Niger, du Mali, de toute la Côte d'Ivoire pour faire des affaires ici à Bouaké. Et Bouaké pourra aisément recevoir également des touristes. Vous savez qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations bientôt qui va être organisée par la Côte d'Ivoire et lors de cette CAN, justement, Bouaké aura toutes ces infrastructures et il y a bien d'autres infrastructures qui vont être réhabilitées. Oui, il y a le palais du Carnaval qui est en train d'être réhabilité, qui sera aussi beau. Et moi, je pense sincèrement que ce marché sera une occasion de cohésion sociale et de paix pour les populations de Bouaké. Bouaké est multi-ethnique. Bouaké regorge quand même de plusieurs personnalités et commerçants qui viennent de la CEDEAO. Voilà, et nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés d'avoir une meilleure répartition de nos rôles, de nos richesses, de nos avoirs. Et ce marché-là, il va nous aider à le faire. Donc nous allons nous unir autour de ce marché. Il y a des outils de paix qu'on a déjà mis en place. Voilà. On va les utiliser pour y arriver. Les présidents Macron et Ouattara qui reçoivent leurs chevaux. Est-ce que la réalisation peut nous montrer ces images si possible? Voilà. Un cheval à monsieur le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron. Et un cheval pour monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara. C'est tout un symbole, ce cheval. C'est tout un symbole de cheval. Symbole de force.
On sent la joie des populations. Et j'ai cru entendre que ce marché, dès 2021, on aura les deux ou trois premiers compartiments. Oui. Donc nous sommes vraiment pressés de l'avoir, de l'entretenir et de mieux le protéger pour notre région. C'est sur cette étape que... Et l'économie de Bouaké qui a été fortement sinistrée les années de crise en Côte d'Ivoire qu'on a connues, c'est du passé maintenant. Alors Bouaké va être relancé dès lors que ce marché va être opérationnel. Ils ont parlé aussi des tarifs. Hein. Oui. 350 000 francs, 82 000 francs selon les superficies qu'on va occuper. Oui. Je pense que les femmes qui ont des potentialités, on va les accompagner pour qu'elles aient la place. Parce que très souvent, on rachète les places aux autres que les moyens. Je parle de justice sociale. Je parle de répartition dans ces marchés. Je crois que vous êtes là pour organiser toutes ces femmes-là, pour les accompagner. Voilà. Et les services, les banques, il y a suffisamment de banques ici. Alors on ne va plus tirer l'argent sur les matelas, on va les faire sortir au niveau de Bouaké. Vous allez accompagner, mais aussi former ces femmes, les encadrer. Nous allons les former, nous avons déjà commencé. Le 20, nous les avons formées à l'autonomisation et à la paix. Nous avons dit que si elles ne sont pas autonomes, si elles n'ont pas ces pouvoirs de décision dans leur localité, elles ne peuvent pas créer la paix. On leur apprend. Donc elles sont d'accord avec nous. Et puis quand on aura des occasions de financement, ces femmes-là seront au courant parce qu'elles sont identifiées. Je pense qu'on a dévancé un peu cette occasion. Nous invitons chacun à regagner sa place, s'il vous plaît. Alors, Madame Efrazi Yao, Bouaké qui est également une zone agricole, hein, il faut une zone agricole, culture locale, produire des ignanes, des bananes plantains, du manioc, du sorgho, du mil, de l'ananas, et tout cela va se retrouver ici sur ce grand marché. Oui, on s'est rendu compte de cela quand on a identifié les femmes dans les différents villages et régions de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont productrices d'anacades, productrices de coton, productrices de manioc, d'igname. Et je me dis que, et puis surtout les cultures vivrières, la tomate de Guébonois, on a tout à Bouaké pour que ce marché fonctionne bien comme un centre économique pour les fils et filles de la région et pour toute la sous-région. Il y a également la pratique de la pêche ici à la pêche. Se pratique aussi ici à parce qu'on a du poisson sur ce marché. Oui, parce qu'on a aussi une eau qui nous permet le bon poisson braisé de Bouaké. Personne ne l'oublie. Et nous, quand on va loin, ça nous manque. Parce qu'à l'enfance, vraiment ce poisson frais-là, c'est ce qui faisait aussi notre fierté. Voilà. Le tourisme va se développer aussi à Bouaké, le tourisme, les transports. Il y a l'aéroport de Bouaké, il y aura le transport interurbain. Alors tout cela va se développer avec ce grand marché qui va être construit ici à Bouaké. Le grand marché est un pôle d'attraction. Vraiment, en dehors de toute cette festivité, il faut qu'on s'organise parce que c'est un pôle d'attraction. Tout va se développer autour. Vous voyez, les grandes usines pourront venir s'installer. Et même quand les femmes vont s'organiser, elles peuvent créer des usines puisque le marché est là pour vendre. Donc vraiment, c'est... Moi, mon problème, c'est nous, les cadres, qui venons de cette région. Nous devons nous organiser. Nous devons nous entendre sans distinction de partis politiques, d'ethnie, de religion, de milieu social. Nous devons nous entendre pour que ce marché que vient de nous offrir la France et la Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse saisir cette opportunité dans la paix et la cohésion. Tout à fait. Parlant de transport, Bouaké est situé sur la ligne du chemin de fer qui relie Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso. Voilà. Bouaké dispose d'une gare. Donc au niveau du transport, ça va faire bouger les choses ici dans le Béquet. À l'époque, on avait aussi la rade qui marchait bien. On pouvait joindre Bouaké facilement. Je pense que tous ces éléments-là doivent concourir à faire renaître Bouaké. Voilà.
Voilà, la cérémonie de pose de la première pierre du plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest s'achève ainsi. Voilà, nous assistons au départ. Je suis là depuis le mercredi. Très bien. En organisant les femmes. Elles étaient heureuses le 20, aujourd'hui encore le 22, elles sont là. En tout cas, merci à toute l'équipe. Merci à la RTI aussi de m'avoir associé à ce grand événement. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir, Madame Euphrasie Kouassi Yao. Nous assistons au départ des chefs d'État français et ivoiriens pour l'aéroport de Bouaké. Voilà, une fois de plus, la population s'est mobilisée pour ce grand événement, la pose de la première pierre du plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest, un grand marché qui va contribuer au développement local, au développement de la région de Beké. Voilà. Bien cette chanson de Kérosène, élevé, tu seras élevé. Mais je vais demander à mes frères et soeurs de Bouaké, il faut qu'on s'organise avant d'être élevé. Si on s'organise, on sera élevé. Bouaké va être élevé. On sera élevé. De cette retransmission, nous étions en direct de Bouaké pour la cérémonie de pose de la première pierre du grand marché central de Bouaké, marché dénommé Grand Marché de Bouaké, avec les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Merci aux techniciens, la réalisation assurée par Keïta Sidiki, Loukou Kofi, Toussaint, Eric Nyawa et Froizi Kouassi Yao était la consultante du jour. Le commentaire, Alvor Assa, bonne fête de Noël, bonne fin d'année, bonne année à tous, 2020. À vous, Abidjan. Merci à Alvor Assa pour ses commentaires sur les images que vous venez de voir, le lancement des travaux de construction du marché central de Bouaké d'un coût de près de 39 milliards de francs CFA. Alors, professeur, un marché, c'est le développement local, le développement de proximité, c'est en même temps aussi un pan de l'orientation que la Côte d'Ivoire donne désormais à sa diplomatie, la diplomatie économique. Oui, bien sûr. Vous avez raison, on peut relever toutes ces dimensions dont vous venez de parler. Par contre, peut-être ce qu'on pourrait ajouter, c'est de dire que pendant les 27 mois de construction, en fonction de l'architecture que nous venons de voir, qui est totalement révolutionnaire par rapport au marché que nous connaissons, en témoigne l'ancien marché qui a brûlé, peut-être qu'il faudra préparer les mentalités, préparer les uns et les autres à la réception, à l'appropriation de ce marché-là. De telle sorte que, comme vous l'avez véritablement dit, joyau unique, ça puisse être vraiment un levier de diplomatie économique pour toute la région. C'est-à-dire que quand nous voyons l'architecture, tout est prévu, tout est anticipé, les choses sont en quelque sorte à leur place. C'est un marché futuriste. Futuriste. Mais il faudra se mettre à la hauteur. Il faudra que progressivement, on apprenne aux uns et aux autres comment capitaliser au maximum dans ce genre d'infrastructure. De telle sorte que certaines habitudes, certains laxismes, certaines attitudes ou de précipitation ou de raccourcis, etc., soient suffisamment évités pour que de manière pérenne, de manière durable, ces marchés-là puissent véritablement s'inscrire, comme vous avez dit, dans un développement durable et dans un développement profitable. Professeur, ce n'est pas toujours que des chefs d'État en visite se rendent à l'intérieur du pays. Oui, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose d'intéressant, parce que vous avez raison, nous avons hérité du centralisme jacobin français qui a voulu que tout se passe à Paris. Et par ricochet, on a toujours tendance à privilégier la capitale. Et c'est vrai, c'est intéressant qu'aujourd'hui, on puisse, du monde entier, voir aussi d'autres régions, surtout que Bouaké est la deuxième grande ville du pays, que ce soit sur le plan économique, sur le plan infrastructure. C'est aussi intéressant que Bouaké soit vu, Bouaké soit montré. Alors, professeur Traoré, le marché de Bouaké, c'est un véritable carrefour d'échange. Oui, un grand symbole, un véritable carrefour d'échange. Vous voyez, qu'est-ce que représente un marché?
c'est un environnement d'abord social, communautaire, d'émulation, économique, monétaire. Vous voyez que toute la notion de relation est agrégée dans un marché. Vous voyez tout le bonheur que ça peut produire, toute la consommation et surtout toute l'hygiène désormais sur le plan architectural que peut apporter ce marché-là. Est-ce que ce n'est pas une réponse aussi à la migration clandestine, le développement local qui permet donc de maintenir la population, de faire en sorte que on n'aille pas, on n'ait pas des envies à aller à l'extérieur face à l'hypertrophie de nos capitales africaines? Effectivement, M. Koné. Vous savez que prenons le cas d'un pays comme le Koweït. Vous connaissez combien de Koweïtiens à l'étranger? Quand le pays va bien, quand le pays est bien géré et que les jeunes ont des opportunités, ils n'iront pas voir ailleurs. Ils seront là pour participer à leur destin, à la construction de leur vie, à la réalisation de leur destin. C'est parce que ça ne va pas ou lorsqu'il y a des problèmes que l'être humain a tendance d'aller voir ailleurs ou trouver espérance ailleurs. Donc c'est une nouvelle espérance. Comment intégrer cette jeunesse, comment occuper cette jeunesse et pour l'épanouissement de cette jeunesse dans un premier temps. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut souligner, c'est qui montre la santé des relations franco- et ivoiriennes. La bonne santé des relations franco-ivoiriennes. Tout ce prestige qui est agrégé là. Vous voyez, la France là participe à la construction du métro. La France a participé à la construction des écoles. La France a participé à la construction des ponts. Là, elle participe à la construction des marchés. Vous voyez tous ces grands agrégats qui contribuent ne serait-ce qu'à notre croissance et à notre développement. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite de 3 jours du président Macron en Côte d'Ivoire? On peut retenir que certainement la France en avait besoin par rapport à son image, qui était écornée par rapport à tout ce qui se passe dans le Sahel, qui était aussi écornée par rapport à tout ce que la diaspora fait en ce moment en France concernant le franc CFA et beaucoup de choses. Donc, à la fin de l'année et pour repartir sur d'autres bases, la France avait besoin de clarification d'une manière ou d'une autre. Il y a eu tellement de choses dites et non dites et de malentendus et de sous-entendus qu'à un moment donné, autour de la France-Afrique, mythe, rêve, réalité, il fallait que, de manière, je veux dire, concrète, on puisse passer à quelque chose, c'est-à-dire annoncer quelque chose, expérimenter quelque chose et essayer de pratiquer autre chose. Merci. Le journal télévisé de Hamza Diaby, c'est tout à l'heure à 13h12. Nous sommes au terme des 3 jours de cette visite officielle du président de la République française Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Bouaké, de l'aéroport international de Port-Boué au site du futur grand marché de Bouaké, en passant par le palais présidentiel, la résidence de France, le district d'Abidjan, l'hôpital mère-enfant, le complexe sportif de Koumassi. La RTI a été heureuse de vous faire vivre chaque instant en temps réel les grands moments de cette visite officielle. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin d'année 2019 avec la chaîne qui rassemble.